bien des années avant que commence tout ce qui devait se terminer. Avant ce terrible et magnifique jour des morts, pendant lequel j'ai voyagé et suis arrivé pour la première et dernière fois de ma vie à Mexico, district fédéral, alors qu'il me restait encore trop longtemps avant de devenir celui que je suis désormais et que j'aurais préféré ne jamais être. J'ai rencontré Martin Mantra. Ou plutôt, Martin Mantra m'a rencontré. Il m'a tendu la main et cette main tenait un revolver. Je commencerai en disant qu'à l'époque, nous étions différents, étonnamment durs et forts. Car contrairement à ce qu'on a tendance à croire, nous sommes dans notre enfance plus puissants et plus résistants à tout. Nous tombons des arbres, dormons par terre, saignons peu, cicatrisons vite. Nous sommes ravis de nous rouler dans notre propre merde. Nous pleurons de rire. Les maladies s'attardent à peine sur nos corps pour boire un cocktail fébrile avant de poursuivre leur chemin. Nous adorons fêter notre anniversaire, car ce jour confirme la brièveté de tout ce qui fut et l'infini de tout ce qui sera. Elle est encore si loin, la première nuit, où pour la première fois, nous cessons de songer à l'avenir pour nous réfugier dans une redécouverte imprécise de notre passé. Tant que nous sommes neufs, nous ne vieillissons pas, nous grandissons. Comme des tumeurs, comme des sea monkeys. Buenas tardes, amigo. Hola, my good friend. Cinco de Mayo on Tuesday, and I hope we'd see each other again. You killed my brother last winter. You shot him 3 times in the back. In the night, I still hear Mama weeping. Oh, Mama still dresses in black. Nous sommes immortels à nos débuts. Nous sommes invincibles. Nous savons tout parce qu'il n'y a pas grand-chose à savoir. Nous ne sommes qu'un chapitre 1. Nous connaissons les bases, ce qui importe réellement, les choses indispensables. Au fil des années, nous devenons de plus en plus ignorants. Nous avons peur des portes que le vent fait claquer ou des téléphones qui sonnent dans le noir. Enfant, tout nous semblait plus grand et plus majestueux. Contrairement à ce que l'on peut croire, cela n'était pas lié à notre petite taille par rapport aux chambres qui nous abritaient, mais plutôt à notre capacité d'étonnement. Dans notre enfance, ce qui précède est infime. Le présent n'est qu'une succession de photogrammes, l'après signifiant tout. Il n'est pas étonnant qu'en grandissant, notre intérêt pour le futur décroisse, car à l'évidence, nous commençons à comprendre que nous ne ferons jamais partie de lui. Like my brother,
Mama loved him the best. I taught her I'd see she was Hannah. I'd find you and put you to death. So now that I find J'ai l'impression de me répéter, de dire toujours la même chose, this avec des mots différents, such a de n'avoir guère le temps d'avancer d'autres idées. I tell you, it was C'est pourquoi me je choisis une époque, who killed celle où j'avais encore beaucoup de temps devant moi. with the truth. Une époque marquée par un nom, I celui de Martin Mantra. Buenas Décollage immédiat. tardes, amigo. Quand nous volons dans les airs. Hola, my good friend. Cinco de Mayo on Tuesday, and I hope we'd see each other again. Pourquoi êtes-vous si peu loquace aujourd'hui? Je suppose que c'est le genre de vide qui précède le cri. Ne vous inquiétez pas, je n'aime pas crier. Je suis plutôt comme ces personnages de romans qui se mordent tout le temps les lèvres. Une question. Pourquoi les médecins accrochent toujours des tableaux impressionnistes dans leur cabinet? Ces couleurs. Des fleurs jaunes comme la fièvre. Mes yeux se ferment à cause de tant de jaune. Voilà pourquoi Van Gogh s'est suicidé. Il voyait tout le temps le monde de cette affreuse couleur pourrie. Cela dit, je vous remercie d'avoir choisi Van Gogh plutôt que Chagall, que j'imagine réservé aux pédiatres. Une autre question. Qu'est-ce que c'est? Ça? Ça, il s'en souvient parfaitement. C'est simple, quand il l'oublie, il est capable de se le rappeler. Il lui suffit de l'écouter. On, rewind, play, sur un petit magnétophone qui tient dans la paume de sa main. Un cadeau du docteur Marcos Matus. Il appuie sur un bouton et entend d'abord la voix du médecin sortir de l'appareil. Voilà pourquoi il n'a aucun mal à se souvenir du visage du docteur Marcos Matus. Il se souvient qu'il est plus jeune que lui, et il sait aussi qu'à compter du jour où les médecins nous paraissent plus jeunes, c'est qu'il ne nous reste plus guère de temps. Sur la bande, la voix du docteur Marcos Matus précède la sienne, qui lui semble étrange et étrangère. Il lui coûte d'associer sa voix à son visage. Les faits se précipitent. La disparition de sa mémoire le rend invisible, presque heureux. La disparition de sa mémoire a fait de lui une personne légère, aux gestes légers, un touriste sans bagage. Ne rien avoir à se rappeler le libère enfin de l'obligation de se souvenir. Il va écouter une dernière fois cette bande avant de l'effacer. D'abord sur le magnétophone, puis dans sa mémoire. Il réentendra encore une fois ce dialogue absurde entre celui qu'il était et son médecin. Et leurs mots résonneront comme un tube de l'été, dont on peut siffler chaque note, sans hésiter. Pour ce qui le concerne, son tube de l'été ne sera pas remplacé l'année d'après par une autre chanson. Pourquoi êtes-vous si peu loquace aujourd'hui? Je suppose que c'est le genre de vide qui précède le cri. Ne vous inquiétez pas, je n'aime pas crier. Je suis plutôt comme ces personnages de romans qui se mordent tout le temps les lèvres. Une question. Pourquoi les médecins accrochent toujours des tableaux impressionnistes dans leur cabinet? Ces couleurs, des fleurs jaunes comme la fièvre.
Mes yeux se ferment à cause de tant de jaune. Voilà pourquoi Van Gogh s'est suicidé. Il voyait tout le temps le monde de cette affreuse couleur pourrie. Enfin, je vous remercie d'avoir choisi Van Gogh plutôt que Chagall, que j'imagine réservé aux pédiatres. Une autre question. Qu'est-ce que c'est? Ça? Un magnétophone. Ah, d'accord. Si cela ne vous ennuie pas, je vais enregistrer notre conversation. Cela me semble pertinent. compte Avec tenu ça? de la... Vous allez nous enregistrer avec cet appareil? Oui. C'est un magnétophone. À quoi ça sert? Eh bien, à enregistrer des conversations, des sons. Ah, d'accord. Laissez-moi vous montrer. Nous allons écouter ce que nous avons enregistré jusqu'à présent. Pourquoi êtes-vous si peu loquace aujourd'hui? Je suppose que c'est le genre de vide qui précède le cri. Ne vous inquiétez pas, je n'aime pas crier. Voilà. C'est très intéressant. Et pourquoi voulez-vous enregistrer ce que nous disons? Eh bien, cela me semble pertinent compte tenu de mon diagnostic. Cela peut vous être utile de conserver cet enregistrement et de l'écouter quand vous le jugerez nécessaire. Ah. Voici la radiographie de votre crâne. Ah, Et nous avons découvert quelque chose qui est positivement cimanquiforme. Pardon? Je comprends pas. Un cimanqui dans ma tête. Il nage. Je comprends pas. Peu importe. Ne vous inquiétez pas. Si, justement, je m'inquiète. C'est grave. Bon, non. C'est pas si grave de ne pas savoir ce que c'est qu'un cimanqui. Je ne parle pas de ça. De ce que nous avons découvert dans votre crâne, c'est grave. Quand un médecin a une mauvaise nouvelle à vous annoncer, on le devine toujours. Parce qu'il passe du singulier au pluriel. Il ne dit pas « j'ai découvert », mais « nous avons découvert ». Comme s'il avait besoin que quelqu'un l'aide, ou partage son sentiment de culpabilité. En revanche, pour annoncer une guérison définitive, une bonne nouvelle, il emploie le singulier. Après tout ce temps, je dois admettre que le protocole que j'ai mis en place... Nous a pouvons donné des- continuer? Nous pouvons, oui. Ensemble, au pluriel, allons-y. C'est un aller simple, j'en suis sûr. Une tumeur. Nous avons découvert que vous aviez une tumeur au cerveau. Bon. Bien. Eh bien, pour plus de précision, je vais vous montrer cette moulure en plastique. Comme c'est joli. Oui. Il s'agit d'une tumeur placée sur la ligne médiane qui détruit la glande pituitaire, le chiasma optique et les zones adjacentes. Elle s'étend de chaque côté des lobes frontaux et par derrière, elle commence à atteindre les lobes temporaux et en dessous, le diencéphale ou cerveau intermédiaire. Une tumeur. Inopérable. De la taille d'une balle de golf. Pourquoi? Pourquoi quoi? Ah, pourquoi est-elle inopérable? Non. Pourquoi est-elle de la taille d'une balle de golf? Je crains à nouveau de ne pas vous comprendre. C'est moi qui comprends toujours pas ce penchant médical à vouloir dire que les tumeurs inopérables ont la taille d'une balle de golf. Pourquoi pas une balle de ping-pong? Moi qui n'ai jamais joué au golf, je comprends maintenant que ce sport est intimement lié au loisir des médecins. Moi, je crois me souvenir que j'étais très bon au ping-pong. Qui sait? Peut-être est-ce une question de poids? Les balles de ping-pong sont légères et inoffensives, opérables et bénignes, alors que celles de golf sont lourdes et font très mal quand elles vous heurtent. Avec Martin Mantra, un ami que vous ne connaissez pas, nous avons inventé le ping-pong punk, une variante extrême du ping-pong, qui a les mêmes règles, à cela près que les parties se jouent sous la pluie. Les gouttes font dévier la balle de manière imperceptible ou drastique, provoquant toutes sortes de situations zen et de tirs bouddhistes. Bien, très bien, je comprends. Enfin, ce que j'essayais de vous faire comprendre, la situation est critique. Critique. Situation critique. Poulet avarié. Équipage intoxiqué. Turbulences diverses. Terroristes palestiniens. Vous parlez maintenant comme les contrôleurs aériens ou les pilotes dans les films catastrophes. Ce sont des films spécialement conçus pour être vus dans le ciel, sans indication d'âge. Tous les passagers ont la possibilité de mourir en même temps.
Durant la chute, on leur fournit des mignonnettes d'alcool, whisky, vodka, et des masques pour inhaler de l'oxygène pur, à tenir bien haut pendant qu'on dégringole. Des dessins absurdes sont représentés sur les dépliants. Quelle différence la fait-il de mourir le visage posé sur les genoux ou après avoir couru ou crié dans le couloir ou mordu son voisin de siège? J'ai du mal à imaginer un avion en train de tomber et tous les passagers, revêtus de gilets de sauvetage, inclinés tels des moines priant un Dieu qui n'écoute pas, parce qu'en fait, on a perdu le contact avec la tour de contrôle. J'ai soif. Vous pourriez m'apporter un verre d'eau, mademoiselle? Ah, bien sûr. En fait, nous ne savons pas exactement de quoi il s'agit. C'est un cas sans précédent. Nous savons juste qu'elle grossit à une vitesse alarmante. Selon les tests que nous avons effectués, elles n'ont pas pour conséquence de détruire progressivement les neurones, mais de provoquer leur mutation. Les cellules sont différentes, comme si la tumeur les dévorait et les transformait, après digestion, en quelque chose de neuf. Ce sont des neurones neufs, hypnotisés. Et comme vous l'avez deviné, ceci est la cause de la disparition de votre mémoire, qui est supplantée par un autre type de mémoire, une forme de souvenir que je me permettrai de qualifier ici de mémoire minimale absolue. Votre cerveau a rejeté de plus en plus vite les informations qu'il a accumulées durant des années jusqu'à se vider peu à peu. Comme un musée qui ferme, un bateau qui coule, la dernière radio allumée. Oui, nous pourrons employer ce genre d'image. Pourtant, j'ai l'impression que je ne me suis jamais senti aussi bien, aussi vivant. Les impressions sont parfois trompeuses. Les patients peuvent paraître les plus sains du monde. D'ailleurs, j'ai lu quelque part que Jane Kelly avait 40 degrés de fièvre pendant le tournage de la célèbre scène de Chantons sous la pluie. Oh, les comédies musicales. Elles m'ont toujours rendu un peu nerveux. Je trouve bizarre de s'arrêter au beau milieu d'une conversation pour dire « laisse-moi t'expliquer », puis de se mettre à chanter et à danser. C'est, j'en suis sûr, le symptôme évident d'une tumeur cérébrale. Vous trouvez pas? Non, le pire, c'est quand l'un des personnages se met à virevolter en chantant et qu'un autre le suit, hésitant. Maladroit, le second répète sans être dans le ton tout ce que dit le premier, et dès la deuxième strophe, il danse comme un dieu et il déploie une voix de ténor. J'apprécie pas non plus que les couples entrent en scène en riant. De quoi rit-il? Excusez-moi. Vous étiez justement en train de me chanter quelque chose. S'il vous plaît, dites-moi, laisse-moi t'expliquer. Allez, docteur. C'est un homme malade qui vous le demande. Eh bien, laisse-moi t'expliquer. Merci. Chantez maintenant. Ne vous inquiétez pas, c'était juste pour plaisanter. Que se passera-t-il à la fin? C'est difficile à dire, mais l'observation comparée des dernières radiographies et la pornographie des rayons X. Oui. Et la lettre X. Oui. Et la manière dans laquelle vous vous comportez nous incite à penser qu'au bout du compte, vous vous concentrerez sur un seul souvenir, en utilisant la capacité totale de votre mémoire, pour vous rappeler un souvenir unique, un souvenir qui finira par prendre l'ampleur d'une vie entière. La tumeur a gommé le système de votre mémoire dans le lobe temporal. À la longue, il faut s'attendre à ce que cela provoque l'incapacité de consigner, de mémoriser de nouvelles expériences. Tout semble indiquer que, pour une raison encore indéfinissable, votre cerveau a choisi de sauver un souvenir du naufrage de votre passé. Ce sera toujours le même. Un petit fragment de temps élevé au rang d'éternité, quelque chose de comparable au travail de méditation dans certaines religions orientales, mais qui deviendra un état permanent et irrévocable. Je vois. Ça explique pourquoi un ami d'enfance dont je me souvenais à peine il n'y a pas si longtemps commence à m'obséder. Je ne sais pas si je vous ai parlé de lui. Si, c'est ce Martin Mantra que vous mentionnez tout le temps dès que vous en avez l'occasion, sans la moindre raison. C'est curieux. Tout ce que je me rappelais de lui avait trait à un revolver. Et maintenant, tout se précise de plus en plus. Il s'appelait Martin Mantra. Et je remarque dernièrement que ses gestes et son visage surgissent au moindre prétexte, dans les endroits les plus inattendus.
Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne me souviens pas de lui. Du reste, je ne me rappelle pas son physique ou son visage, mais la sensation de sa personne. Je me rappelle un petit corps fragile avec une trop grosse tête. Ne me demandez pas de le décrire, j'en serais incapable. Pourtant, je ne peux m'empêcher de l'évoquer, comme s'il faisait partie de tout ce qui existe. Les dates et les noms se confondent, les événements historiques changent selon ses théories, qui, d'après mes souvenirs, étaient un peu démentielles. Martin Mantra était persuadé que l'homme n'avait jamais marché sur la Lune. Contrairement au paranoïaque qui voit des conspirations partout, il ne pensait pas que les images de l'homme marchant sur la Lune avaient été réalisées dans un studio de télévision frauduleux, mais tout bonnement que la Lune n'existait pas. Pour lui, la Lune n'était qu'un mirage céleste, projeté par l'inconscient collectif des hommes. Martin Mantra affirmait que lorsque John Fitzgerald Kennedy avait été assassiné, le célèbre second tireur n'était autre que Jacqueline Bouvier. Vêtue d'un tailleur rose, la première dame des États-Unis d'Amérique avait tiré à brûle-pourpoint et personne d'autre n'avait fait feu. La balle de Lee Harvey Oswald avait servi à distraire la foule et à concentrer les regards vers le dépôt de livres. Jackie, tout de rose vêtu, avait tué son mari, las de ses infidélités à la chaîne. Lyndon Johnson, Edgar Hoover, la mafia avaient approuvé le crime pour diverses raisons. Tous en sortaient gagnants et avaient maquillé le meurtre. Oswald was a patsy, avaient dit les accros aux conjurations. Dans les hautes sphères du pouvoir, qu'entendait-il par là? Avait-il voulu dire Patty? Oswald était-il le hamburger de cette affaire? Jackie est devenu une sorte de trésor national et de dossier classé X. Dallas, Apollon sont deux obsessions montriformes que je me suis désormais appropriées. Des balles fendant l'air, des fusées dans l'espace. Martin Mantra comme une cible mouvante au destin tranquille. Tout mène à lui. Tous les autres grands noms, les événements célèbres ne sont là que pour occuper un espace infime. Une petite note au pied de Martin Mantra. Tout se mentrifie. S'il vous plaît, je vous prie de prêter une oreille très attentive à ce que je viens de vous dire. Car j'ai l'impression qu'il s'agit là d'un des derniers propos sensés que je tiens. David, stop. Stop, Willie. Stop, Dave. Dave, I'm afraid. I'm afraid. I'm afraid, Dave. Dave, my mind is going. I can feel it. I can feel it. My mind is going. There is no question about it. I can feel it. I can feel it. I'm afraid. Daisy, Daisy, give me your answer too. I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage. I can't afford the carriage, but you look sweet on a seat of a bicycle built for two. Excusez-moi, je ne comprends pas. Ah, ne vous inquiétez pas, docteur, c'est une plaisanterie, une autre. La tumeur me met de bonne humeur. Non, c'est qu'un soir, après l'école, Martin Mantra nous a rejoints, moi et quelques camarades de jeu, et nous a dit « C'en est fini de nos jeux stupidement infantiliformes. Désormais, nous allons jouer à 2001 l'Odyssée de l'espace. » Un de mes camarades a demandé comment jouer à ce truc. « C'est très simple, » a répondu Martin Mantra. « Vous êtes les singes, et moi, le monolithe. Et toi, a-t-il ajouté en me regardant, tu seras HAL 9000. » Ah, d'accord, je comprends. Non, ce que j'essayais de vous faire comprendre, c'est que ces choses ne sont peut-être pas vraies, elles ne sont même peut-être jamais arrivées. Ce sont des illusions, des rêves. Les risques qu'on prend quand on magnifie un fait insignifiant qui, en prenant des proportions insoupçonnées, modifie notre réalité et l'adapte à nos besoins. Nous, une façon de voir les choses à partir d'un petit événement fortuit qui modifie notre perception du monde.
trébucher sur un pavé plus haut que les autres dans la cour d'un hôtel peut faire déferler en nous une sensation de souvenir. C'est à peu près ce qui se passe avec vous. Quelque chose a déclenché quelque chose, qui a déclenché quelque chose, et ainsi de suite, jusqu'à ce que... Voilà pourquoi, si vous n'en voyez pas l'inconvénient, j'ai pris la liberté de mentionner votre maladie, le syndrome de Combray, dans un article écrit pour un magazine spécialisé qui, quand je serai... Daisy, Daisy, give me your answer too. C'est quoi un Combray? Crazy, upon a love of you. Un magnétophone, qu'est-ce que You c'est? love me a stylish man. I can't afford Qu'est-ce qu'une tumeur? that you look sweet and sweet. Dans combien de temps allons-nous atterrir, hein? La fin de leur conversation se perd dans une série de discours sans queue ni tête. Il répond à une question que le docteur n'a pas posée et croit l'entendre se rappeler quelque chose qui n'est pas encore survenu. Il croit aussi comprendre que son Sea Monkey est bien plus dangereux et toxique qu'on ne pourrait l'imaginer. Il vit à l'intérieur de lui en projetant un film infini qu'un certain Martin Mantra a commencé ou non à tourner dans l'enfance de son histoire. Ce film est comme un monstre touristique radioactif. Ensuite, il prend le magnétophone et sort en courant du cabinet du docteur Marcos Matus. Il ne prête pas attention aux cris du docteur ni à ceux des conducteurs de voitures qui l'esquivent en traversant les rues d'une ville qui ressemble de plus en plus à Mexico DF, où il n'a pourtant jamais mis les pieds. Il rentre chez lui, il prend son passeport et craque ensuite une allumette. Il l'approche d'un papier, puis d'un rideau, et dans la rue, parmi les badauds ne pouvant résister à l'appel d'un beau et grand feu, il regarde les flammes se déchaîner. Lorsque les pompiers arrivent, il fait signe à un taxi et lui demande de le conduire à l'aéroport. Et le voilà, dans le ventre pressurisé d'un avion. Une vieille dame livide est assise à côté de lui. Elle se signe si souvent qu'on dirait qu'elle cherche à faire fuir une guêpe. À présent, il est dans le ciel. Il flotte. Il vole. La voix du commandant de bord annonce les longues heures qui lui restent avant d'arriver à sa destination. Mexico, district fédéral. Dès son plus jeune âge, il a commencé à croire davantage au Mexique qu'au pays qu'il a vu naître et n'existe plus aujourd'hui. Il envisageait le Mexique comme un sanctuaire et une religion. Il avait envie, il avait besoin d'aller vivre là-bas. C'est ainsi qu'il est devenu un consommateur compulsif des revues de bande dessinée mexicaines, historietas, petites histoires. J'aimais les revues de super-héros. J'appréciais particulièrement la série Domingos Alegres, Dimanche joyeux. Mais aussi les histoires surnaturelles, dont certaines avaient la prétention d'être réelles. Ripley, incroyable mais vrai. Boris Karloff présente. Et ma préférée,
La 4e dimension, ou The Twilight Zone. Une transcription dans le monde de la BD et de la série télévisée, qui de tout temps a été ma favorite. J'aimais surtout les réclames, avec un coupon qui permettait d'acheter par correspondance une étrange espèce d'animaux sous-marins, joueurs et anthropomorphiques, appelés Sea Monkeys. Il me semble que le texte en était le suivant. Facile à entretenir et à reproduire dans ton aquarium ou ton bocal, mon grand. Sur les illustrations, les Sea Monkeys avaient l'air de tritons. Avec leurs couronnes et leurs tridents, ils paraissaient résolument disposés à effectuer toutes sortes de tours d'adresse, à chevaucher des hippocampes, à pirouetter à l'intérieur d'une roue et à se balancer sur des escarpolettes. Accessoires vendus séparément et expédiés dès qu'on a reçu ton argent. Hey, Harry, what's the story? Whether you're a construction worker, student, or housewife, you'll go crazy over Sea Monkeys like everybody. Pick up a kid at your favorite toy or hobby center. Add the Sea Monkey eggs to prepared water, and you'll see amazing live sea monkeys swimming before your eyes. When you feed them, your sea monkeys will grow and have big families. So that's the story, Harry? That's the story. L'offre n'était valable que pour le Mexique. Or, je ne connaissais personne qui vivait ou soit allé dans ce pays. Le Mexique était à mes yeux l'équivalent de l'Atlantide. Puis Martin Mantra est entré dans ma vie, en mexicanisant tout ce qui l'entourait. Il est arrivé dans mon pays au milieu de la terrible et infâme décennie 70. Il est entré en cours d'année au CM2, en CM2C, et il est reparti avant la fin de la période scolaire. Le directeur de l'école, un homme à l'allure menaçante et à la voix bestiale, qui fumait pourtant des Lavinia Smith plutôt féminines, avait placé Martin Mantra dos au tableau noir et l'avait fait pivoter légèrement de gauche à droite, comme lorsqu'on exhibe une pièce de musée avant de la mettre aux enchères. Il avait prononcé son nom et ajouté qu'il était né à Mexico et qu'il serait désormais notre camarade, notre petit camarade. Il avait ensuite prié le professeur d'histoire de l'accompagner dans son bureau pendant quelques minutes. Le directeur a quitté la salle et Martin Mantra est resté face à nous. Assis à nos pupitres, nous l'observions en silence. Martin Mantra a esquissé un léger sourire qui semblait activer subtilement trop de muscles dans son visage. Il nous a tous regardés, l'un après l'autre, avant de sortir de la poche de son tablier un revolver, dont il a dégagé le barillet du même geste résolu que pour casser la colonne vertébrale d'un petit animal. Il a glissé une balle à l'intérieur, fait tourner le barillet qu'il a remis en place et a porté le long canon à sa bouche. Enfin, il a pressé sur la détente. Il ne s'est rien passé. Mais le son du percuteur martelant une chambre sans munitions nous a paru plus puissant que plusieurs coups de tonnerre. Car nous vivions un moment crucial, initiatique, sacré. Pour la plupart d'entre nous, c'était la première fois que nous envisagions l'éventualité de la mort, pourtant omniprésente. Ensuite, sans perdre de temps, d'une voix incroyablement douce, tendant sa main et son revolver comme une offrande ou un cadeau de bienvenue, Martin Mantra nous a demandé si quelqu'un allait, si quelqu'un voulait, si quelqu'un osait être le suivant. Ce fut moi. J'ai été le seul à lever la main, comme pour demander la permission de monter sur l'estrade et de faire la classe. J'ai été le seul à porter à ma bouche le revolver de Martin Mantra, un revolver lourd et argenté, chargé d'une seule balle. J'ai été le seul à presser sur la détente. Comme avec Martin Mantra, il ne s'est rien passé, puisqu'il devait en être ainsi pour que surviennent tant de choses par la suite. J'ai été le seul à reconnaître Martin Mantra et à être reconnu de lui comme son égal. À compter de ce moment, et pendant les quelques semaines qu'il a passées parmi nous, j'ai été son camarade et son frère de sang.
Too many teardrops for one heart to be crying. Too many teardrops for one heart to carry on. You way on top now since you left me. You're always laughing, you're down at me. But watch out now, I'm gonna get there. We'll be together for just a little while, and then I'm gonna put you way down here, and you start crying. 96 tears. When the sun comes up, I'll be on top. You'll be right down there looking up, and I might wave, come up here, then I don't see you waving now. I'm way down here, wondering how I'm gonna get you, but I know now. I just cry, I just cry. Too many teardrops from one heart to be crying. Too many teardrops from one heart to carry on. You're gonna cry 96 tears. You're gonna cry 96 tears. You're gonna cry, 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 cry now. You're gonna cry, 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 cry now. 96 tears. Come on, let me hear you cry now. 96 tears. I wanna hear you cry night and day, all night long. 96 tears. Cry, 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 cry. 96 tears. Trahis par l'hystérie d'un de leurs camarades, trop délicats pour supporter la vision de deux élèves jouant à la roulette russe, ils sont allés ensemble dans le bureau du directeur. Et c'est là que Martin Mantrat a refusé de rendre son arme. Visiblement perturbé et étrangement inoffensif, le directeur a capitulé en allumant une Lavinia Smith. Ensemble, ils attendaient quelque chose, l'arrivée par exemple de leurs parents. Ils se sont révélés injoignables. Mais le chauffeur particulier de Martin Mantrat est venu le chercher. Et Martin Mantrat l'a invité chez lui pour fêter leur expulsion. C'est là, sur la route à bord d'une longue et lourde voiture noire, qu'il a senti que son destin se distordait pour ne plus jamais se redresser. Son bras levé, en guise de salut à l'étranger et de reconnaissance du camarade, ne s'est plus baissé depuis cette matinée inoubliable. Le canon d'un revolver argenté mexicain glissé dans la bouche, il a compris que peu de choses sont aussi vivantes que la saveur de la mort. Elle ne portait plus qu'une petite lingerie intime qui cachait à peine son derrière rebondi. Elle n'avait pas encore offert son deuxième pucelage quand il comprit qu'il serait le premier à profaner cette grotte étroite et humide. Je te présente Jésus Nazaréen de tous les saints martyrs de Tierra Fernandez, alias Black Hole, notre chauffeur particulier. C'est surtout l'homme de confiance de mon grand-père. Et jusqu'à une date très récente, il était catcheur. Parfois, il remet son masque parce qu'il l'a porté si longtemps qu'il a désormais l'impression que le masque est son vrai visage. D'ailleurs, Jésus Nazaréen de tous les saints martyrs de Tierra Fernandez trouve que votre émission de catch mexicain, Les Colosses du Quadrilatère, est une clownerie pour pédés. Ouais. Il lit en permanence ces petites revues mexicaines avec des titres du genre « Je ne veux pas te voir, je souhaite juste sentir ton renflement en moi ». Promiscuité. Ils échangeaient leurs fiancés au cours d'orgies effrénées. J'ai un besoin pressant d'amour et de semences masculines. Ouf tes guiboles que j'y glisse mon jeu de boules. J'étais l'esclave sexuel de mes cousines. Ouais, celle qu'il préfère, pour des raisons évidentes, c'est j'ai joui des érections sauvages de mon chauffeur. Mes parents ne sont quasiment jamais là, tu sais. Ma mère, Lupita Del Mar, et mon père, Carlos, sont les acteurs principaux du feuilleton télévisé La Escorpiana.
Ah, je connais ce feuilleton. C'est le préféré de Yasmine, là, notre employé de maison. Ouais, tu ne le comprendras jamais. Mais il y a des gens qui sont enlevés par des extraterrestres. Mes parents ont été kidnappés par un feuilleton. Et on ne revient pas de là où ils ont été. Une sorte de 4e dimension. Si tant est qu'elle existe. Ils traversent l'une de leurs périodes cinétiquement nomadoformes. Et ma vie n'est plus qu'un interminable hôtel avec des escales intermédiaires dans la ruche de ma famille à Mexico. D'ailleurs, comment tu écris Mexico? M-E-X... Parfait. Mexico s'écrit avec un X comme il se doit. Le X de galaxie. Quelque chose d'infiniment plus grand et plus puissant qu'une ville ou un pays. Qu'une ville portant le nom d'un pays ou qu'un pays portant le nom d'une ville. Les mots qui contiennent la lettre X sont quelque chose qui nous attire immédiatement. Et Mexico est le mot le plus X qui soit. Oui, mais je suppose que sexe vient juste après. Je déteste ces gens qui écrivent Mexico avec un J. Mexico. Ça m'évoque quelque chose d'inévitablement pathétiforme. Bon. Santé. Voilà mon histoire, mon garçon. Je suis né à Rancheras Notzalchicas, un endroit que j'ai oublié. Maison en torchis, chauve-souris sur le toit qui poussait des petits cris de rats pris de vertige. Mon père était toujours ivre et frappait ma mère, qui toujours ivre, elle aussi, me frappait à son tour. N'ayant personne sur qui taper, j'ai commencé à apprendre le catch. Un prêtre de mon école me l'a enseigné. Quelques jours plus tard, dans le confessionnal, il a cherché à abuser de moi. Je l'ai roué de coups. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il souriait. Je crois qu'il ne m'avait entraîné que dans le but de recevoir un juste châtiment pour expier ses péchés. J'ai chanté aussi dans un orchestre de village. Bon, j'ai chanté faux. Il y a si longtemps de cela que je m'en souviens plus. Je me fais engager dans les chemins de fer, c'est la seule façon que j'ai de m'en sortir. J'arrive donc à Mexico. Et là, je tombe sur un type qui parle bien le français. Il m'apprend cette langue et je deviens existentialiste. Ben, je crois. Le français m'annonce qu'il se consacre au catch et que son nom de scène est Scaramouche, le magnifique. Il me fait jurer de ne jamais rien révéler à personne. Il ajoute « Je pourrais être catcheur car j'en ai le physique ». Il m'inscrit dans un gymnase, il m'entraîne, il me fait participer à des combats de catch dans des petits villages pour que je m'endurcisse. Ma décision est prise. Je veux être catcheur. Tracer ma route à coups de poing ou de pied. Je me demande s'il n'y a pas là-dedans un désir de prendre ma revanche, de grandir en cognant. Je n'ai jamais trouvé de réponse à cette question. Mais enfin, faut dire, je cherche pas beaucoup. Un jour, le français me dit que je ne peux continuer à lutter sous mon patronyme, Jésus Nazaréen de tous les saints-martyrs, de Tierra Fernandez. Il est si long que les annonceurs se trompent et me regardent bizarrement quand ils le crient dans le micro. Je trouve mon nom de catcheur un jour que je me promène à Mexico et tombe dans un trou noir et profond. Je vais m'appeler Trou Noir. Je me suis dit. C'est mieux en anglais, me conseille quelqu'un au gymnase. Black Hole. Tu porteras un masque d'argent avec une spirale noire. Le français m'a avancé des sous pour que j'achète mon masque. Le premier soir où je l'ai porté, j'ai senti que mon visage n'était plus le mien. Et j'ai lutté, le masque dans l'âme. Désormais, je ne le quitterai plus quand je monterai sur le ring. À partir de là, ma vie sera noire, argentée, profonde et toujours en mouvement. Je n'ai jamais considéré ce masque comme une gêne. Bien au contraire, il faisait de moi un être unique, différent, inimitable. Personne ne devait savoir que j'étais Black Hole. Personne. Le français m'a donné des instructions précises à ce sujet.
Après un combat, ne te douche jamais dans les vestiaires. Et ne retire ton masque que quand tu es rentré chez toi ou à ton hôtel. Je ne lutte pas encore à Mexico, seulement dans les arènes de province. Mais il m'arrive parfois de traverser la frontière pour aller punir quelques gringos. J'aime particulièrement défoncer les gringos. Là-bas, les catcheurs combattent sous leur nom et prénom, sans grâce, à visage découvert. Dans le meilleur des cas, tu te confrontes à un J.I. McGregor, un Tom Jones, un Léon Tiger. Ennuyeux. C'est un bonheur de les terrasser tous, mais c'est tellement facile. Je commence à avoir une petite notoriété. Un soir, après un combat, je rentre à mon hôtel et je découvre une lettre. Et il découvre une lettre. Elle est signée Padrino Padres. Elle est signée Padrino Padres, le principal promoteur de combat de catch à Mexico. Black Hole l'a fait lire au Français qui a un sourire triste et lui dit que sa mission s'arrête là, qu'il ne peut plus rien pour lui. Alors bonne chance et à la prochaine. Black Hole lui demande de ne pas réagir comme un idiot parce qu'ils sont ensemble pour la vie. Il lui répond « on verra bien » et lui conseille de faire attention. Si tu vas à Mexico, tu dois être prêt. Au moment où tu t'y attendras le moins, on cherchera à te mettre hors jeu, à te bousiller. Le Français se suicide dans la nuit. Il se jette de l'une des falaises d'Acapulco. Black Hole verse toutes les larmes de son corps. Il pleure sans tomber le masque. Les petites vieilles se signent quand elles le voient à l'enterrement. Il arrive à Mexico sec comme un désert. Et Mexico lui tombe dessus comme une tempête au large. Il lutte une fois par semaine. Il gagne un combat après l'autre. Les femmes caressent son masque. Les enfants le craignent. Il fait des allers-retours à Rancheras Nostalgicas où se trouvent sa femme et son fils. Ni elle ni lui ne savent qui il est. Ils ignorent ses activités dans la grande ville. Ils croient qu'il est une sorte d'employé administratif des chemins de fer. Il ne pose pas beaucoup de questions. Les années passent, et avec elles les nuits et les combats. Quand je rentre le corps meurtri et en boitant un peu, je dis par exemple à ma femme et à mon fils que je me suis fait attaquer en contemplant un coucher de soleil. Un soir, distrait, j'oublie de ranger ma valise. Mon fils l'ouvre. Il découvre mon masque, mon maillot. Il sort en courant, quasiment fou de joie, agitant les bras dans tous les sens et bondissant. Mais il n'a pas le temps de révéler mon secret, car un camion qui transporte des limonades lui roule dessus et l'envoie au ciel. Je récupère son corps sur la chaussée. Je le lave. Je le peigne. J'apporte son petit corps brisé chez le photographe pour qu'il fasse un portrait de cet angelot défunt. Au cimetière, je paie des pleureuses. J'embrasse ma femme, qui ne cesse de pleurer gratuitement. Je vais dans ma chambre, mets mon masque, endosse mon maillot. Je sors par la fenêtre pour ne plus jamais revenir. Je me sens plus existentialiste que jamais. Ce que tu vois maintenant est mon projet le plus important jusqu'à ce jour. Il n'est pas terminé, ne le sera probablement jamais, parce qu'il vise à englober toute l'histoire de l'univers à partir de ma propre histoire. C'est juste une vision primitive, située à l'arrière-plan dans le cinéma de l'évolution, et dans l'évolution du cinéma. Quelque chose de modeste, bien que passionné. Et j'espère que cela te donnera une idée de mes intentions, d'un point de vue strictement techniforme. Je ne suis pas sûr que l'anniversaire de Martin Mantra, 9 ans, soit le titre définitif. L'idée, c'est que le film grandisse avec moi. J'avais pensé aussi à l'enfance d'un enfant, mais ça m'a semblé trop explicatif. En plus, ceci n'est que la première partie d'un vaste projet, enfin... J'avais également pensé l'intituler Mundo Mantra. Mais l'idée m'intéressait le concept d'anniversaire comme fil conducteur. Nous, les mantras, nous n'avons pas d'arbre, mais une forêt généalogique. Nous sommes nombreux, trop nombreux. Nous sommes tout le monde. Nous sommes tes arbres qui ne laissent pas voir la forêt, une vomissure de gènes et de chromosomes entrecroisés. Mon grand-père nous a conçus comme s'il avait voulu former une armée.
Sa stratégie nous oblige à imaginer que l'ennemi est toujours extérieur à la famille Mantra. Dans les films, les méchants, les vrais méchants, sont toujours des étrangers. Les autres, ceux qui ne portent pas notre nom. Cette façon de considérer les choses nous permet de nous haïr en ayant la conscience tranquille. Eux, ce sont des parents éloignés, des Mantras de province, mais des Mantras quand même. Je me rappelle plus vraiment leur nom. Lui a survécu à un naufrage et a désormais peine à croire qu'on puisse garder la tête hors de l'eau. Quant à cette femme, elle n'a rien d'une nonne, mais elle se prend pour une religieuse depuis le jour où elle est allée aux toilettes sur la route et a découvert qu'il n'y avait plus de papier pour s'essuyer. Il a fallu qu'elle se torche avec des pages de la Bible. Elle a utilisé les passages qui traitaient du diable, mais malgré cela, elle n'a plus jamais été la même. Pour expier sa faute, elle s'est fait la promesse révérencieusement en uniforme de porter l'habit religieux qu'elle avait commandé chez Dior. Voici ma tante, Claridad Meridiana Mantra. Elle a décidé de fermer les yeux pour ne plus rien voir lorsqu'elle a découvert que son fils était pédé. Elle l'a surpris un soir dans une auberge travestie en femme, qui plus est avec des vêtements qu'il lui avait empruntés. Pour les fêtes, nous lui dessinons 2 pupilles sur ses paupières closes. Ah, tu vois cet homme qui se fustige le dos avec un fouet? C'est le père Eulalio Gadis Mantra, franciscain du monastère royal de Notre-Dame de l'Autrefois, en Espagne. Il fait constamment pénitence pour se punir, dit-il, d'avoir été fier de porter un prénom comportant les 5 voyelles de l'alphabet. Ouais, l'homme qui a un coup dans le nez est un mantra idiot dont j'ai aussi oublié le nom. Et la tête de mort, c'est une autre histoire. Il s'agit de mon oncle, Fritz Mantra. Il rêvait de devenir acteur, mais il était si mauvais qu'il n'a même pas décroché un rôle de majordome dans nos feuilletons. Il s'est suicidé en se tranchant les veines. Et a fait stipuler dans son testament qu'on veuille bien se servir de sa tête comme objet décoratif ou utilitaire, chaque fois que l'occasion s'y prêterait. Il apparaît dans Les Pauvreries aussi, et N'oublie pas de m'aimer. J'imagine que son plus grand rêve était de jouer du Shakespeare. Et ça, c'est mon gâteau d'anniversaire pour mes 9 ans. Et lui, c'est Carlos, mon imbécile de père. Il n'arrête pas de jouer la bamba, jour et nuit, du matin au soir. Et elle, c'est ma sainte mère, Lupita del Mar, Miss psychotropicale. Mon grand-père brille à cause de sa chimiothérapie. Il s'appelle Maximo Mantra, Max Mantra, c'est le plus grand de tous. Le plus viril aussi. Il aime bien qu'on le surnomme Mex, c'est le seul mantra dont le prénom contienne un X, le chef absolu du clan Mantra. Je suis son petit-fils préféré. Je devais m'appeler Maximo Mantra 2, mais mon père s'est trompé ou lui a désobéi au dernier moment. Mon grand-père ne lui a jamais pardonné. Il me disait toujours que j'étais appelé à faire de grandes choses, à entrer dans l'histoire, parce que c'était son cas le jour où je suis né. Il s'est jamais vraiment étendu sur ses activités, mais j'ai ma petite idée sur la question. Elle, c'est ma grand-mère, Mama Abuela. Elle dit toujours que lorsqu'on est grand, très grand, le monde commence à se peupler de morts et que c'est effroyable. Elle affirme que ceux qui meurent jeunes ont de la chance car ils ne connaissent pas cette situation et ne sont pas obligés de penser à des stupidités pour tromper leur peur de mourir. Selon elle, le mort et l'absent ne sont plus des personnes. Mama Abuela passe son temps à énoncer des proverbes. Bref, comme tu peux le constater, nous formons une famille polyformément perversiforme. Ah, voici ma cousine, Maria, la petite française. Marie. Des fois, je me dis que peut-être... je sais pas... Enfin, non. Eh oui, c'est lui, Orson Welles. J'ai demandé à mon grand-père de l'inviter pour mon anniversaire. Il l'a fait venir de Los Angeles pour qu'il anime un peu la fête et m'aide à réaliser mon film. À peine arrivé, il s'est saoulé et a glissé sous une table. On le voit un peu plus tard déguisé en cavalier mexicain. Il est gros. Et il dit quelque chose du genre... les fins heureuses sont peut-être inévitablement liées à notre capacité d'arrêter le cours d'une histoire avant qu'elle se termine. Il dit des choses dans ce goût-là, de sa voix si particulière. Bref, voilà ce que je crois, mon ami. Je crois que l'histoire peut être le héros et que le héros peut être le style. Dans le futur, nous serons tous des metteurs en scène de cinéma. Nous tournerons tous le film de nos vies. Je ne peux garantir que nous serons plus heureux, mais en tout cas nous serons plus sages, car nous n'aurons plus besoin de nous souvenir. Nous oublierons l'oubli,
Nous n'évoquerons plus notre passé comme un film, puisqu'il sera un film dont nous serons tout d'abord les acteurs, pour en devenir ensuite les spectateurs. Notre histoire sera la meilleure manière de nous présenter et de communiquer les uns avec les autres. Nous échangerons nos yeux démontables. Je verrai ta vie et toi la mienne. Et qui sait, nous tenterons peut-être une coproduction. L'amour et la camaraderie surgiront à partir d'un élan aussi créatif que sentimental. Et je propose, ici et maintenant, de donner à cette future invention le nom de Movie Eye. Le générique du film de Martin Mantra est celui de ma tumeur. Il faut bien mourir de quelque chose. Ce film était pour moi une terre où habiter. Un lieu qu'on découvre et qu'on ne quitte plus. Dont on avait rouillé la porte de l'intérieur pour en perdre la clé. Ce film me concernait. Je scrutais l'écran et ce qui s'y passait, incapable de discerner si les images étaient vraiment la réalité ou si le film était moi. Le film se déroulait à la vitesse lente et rapide de la pensée. J'ai vu des avions, des voyages, des bagarres. J'ai vu des centaines, des milliers de gens. Et j'ai entendu la voix de Martin Mantra réciter leurs noms. Tous s'appelaient Mantra. J'ai compris qu'à son insu, notre monde avait été envahi jadis par cette race, les Mantras, et que personne ne s'en était rendu compte. Sur l'écran, la caméra empruntait les corridors d'une école que je connaissais trop bien. Elle entrait dans une salle de classe, s'arrêtait devant des élèves assis à leur pupitre. Les élèves ouvraient grand la bouche et une main pénétrait dans le champ. Elle tenait un revolver qu'elle semblait proposer aux autres. Un des élèves levait la main, gagnait l'estrade et prenait le revolver. Il glissait le canon dans sa bouche et appuyait sur la détente. Cet élève, c'était moi. Et il est vrai que je suis mort à cet instant. Car cette journée et le goût du revolver sont tout ce que je me rappelle. Tout ce que j'estime digne d'être remémoré. Le seul souvenir qui m'intéresse. Le docteur Marcos Matus se trompe lorsqu'il parle de choses qui ne sont pas arrivées, d'événements, d'illusions. Le problème des illusions, c'est que vous n'en avez pas conscience tant qu'on ne vous les a pas ôtées. Personne ne m'enlèvera cela. À présent que je commence à disparaître, des pensées m'assaillent plus claires et plus précises qu'avant que le Simanki s'installe dans mon cerveau. Le docteur Marcos Matus m'a demandé pourquoi Martin Mantra est la seule chose qui m'intéresse. Le seul souvenir que j'ai laissé monter dans les canaux du Titanic de ma mémoire. La réponse est pourtant d'une évidence enfantine. Parce que tout le reste, tout ce qui m'entourait, était et reste merdique. Seul Martin Mantra est digne d'être remémoré. Over
so grim, thanks to the CIA and its new medicine. They call it LSD. They got a food so high up over the sea. They got a small plane called falling all over me. Well, baby, can't you see we're all on LSD? Can't you see we're all on LSD? Can't you see we're all on LSD? Oh, can't you see we're all on LSD? I want to get my LSD all day. I keep waiting for the planes on the CIA. I want to get my LSD all day. I keep waiting for the planes. Oh, come on. I heard them crying out. The planes are flying low. They got the sound set to drop all around. Come on. Quand il est arrivé à Mexico, il n'avait pas encore planté son bec, ni accroché ses tennis, comme disent les Mexicains. Mais c'était son tour. À Mexico DF, c'était le jour des morts. La ville était bondée de squelettes ou de gens déguisés en squelettes. Cela revient au même. Il pensait que les gens déguisés en squelettes avaient quelque chose de comique, car ils étaient avant tout des squelettes travestis en personnes. Cette journée lui appartenait. C'était son premier et dernier anti-anniversaire. Personne n'en ferait un grand film, ni même un court-métrage. Les problèmes ont commencé le matin où il a vu son reflet dans une fenêtre. Il était soudain devenu tout entier une ville grise, sale, polluée et sans aucune sorte de logique apparente. La ville de Mexico l'avait dévoré sans même lui faire l'honneur de le mâcher. Elle l'avait englouti en une seule bouchée, sans sentir son goût de merde ou de miel. Il était alors devenu un étranger dans son ventre. Il avait eu envie de sortir de là, de mourir pour rentrer chez lui.
soit-il. Leur de ne plus jamais chercher à demander l'heure. Où suis-je? En bas. Je suis en bas. Tu es en bas. Encore plus bas, même. Dans le Mictlan. L'inframonde est composé de 9 sous-niveaux. Le dernier d'entre eux, le plus profond, s'appelle le Mictlan. C'est fini. À jamais. Crois bien que je le regrette aussi. Ceux qui disent que lorsqu'on meurt, on monte au ciel, ou autres fariboles du même genre, sont absolument tous, et sans exception, dans l'erreur. Nous ne sommes pas en haut d'un nuage doré, mais tapis dans les profondeurs, dans un lieu englouti par les eaux. Car tout ceci fut un jour un lac, et nous autres fantômes peuplons le fantôme de ce lac, où naissent des poissons fantômes. En voici un. Il flotte. Et toi, tu es l'appât. Le mort et l'absent ne sont plus des personnes. Alors qui es-tu? Alors qui suis-je, Maria-Marie? Ici et maintenant, je ne suis plus celui qui est rentré un soir dans notre atelier parisien et qui a compris que tu étais parti pour toujours. Tu étais retourné au Mexique, en quête du passé antérieur à ton amnésie et de l'amour qui avait précédé le mien. Peut-être que non. Peut-être que tu es resté à Paris et que je suis venu à Mexico pour sombrer dans la folie. Devenir mexicain. Notre amour, de quoi avait-il l'air, Maria-Marie? L'amour que j'éprouve pour toi n'a pu commencer que lorsque tu as décidé de m'aimer. En général, l'un commence à aimer l'autre. Et cet autre décide de réagir à cet amour en le payant ou non de retour. Et normalement, l'amour de celui qui répond est le premier à mourir. Je ne peux préciser le moment exact où j'ai commencé à t'aimer, Maria-Marie. Et je peux déterminer avec exactitude quand et où tu as répondu à cet amour. C'était l'automne. Tu étais assise sur un banc, sur une place à Paris. Tu surveillais un enfant sur une balançoire. J'étais assis sur un autre banc. Tu ne te rappelais pas ton passé, qui semblait d'ailleurs ne pas t'intéresser. Et tu te contentais de vivre ton présent de jeune fille au père. Tu étais heureuse ainsi. Je t'ai demandé un jour si tu ne trouvais pas terrible de ne rien te rappeler. Tu m'as répondu qu'au contraire. Ne plus avoir à supporter le poids de ce qu'on ne peut modifier te soulageait pour évoluer dans le présent. Comme le début de toute amnésie, le début de la tienne est un mystère. Tu avais perdu tes souvenirs et trouvé ton amnésie lorsqu'une voiture t'avait renversé. Mais qui t'a renversé, Maria-Marie? Quelqu'un t'a-t-il renversé? Comment se fait-il que tous ceux qui t'ont si longtemps cherché ne t'aient pas trouvé? Je découvre que la logique n'a pas grand-chose à voir avec l'amnésie qui n'est pas logique. Rien n'est moins logique que le fait de tout oublier. Sauf dans ton cas, que tu étais mexicaine, que presque aucune des particularités de ton pays ne t'était étrangère. Tu as perdu tes souvenirs, tu m'as rencontré, puis tu t'es rappelé.
J'étais rabelé de tout, petit à petit, jour après jour, à cause d'un visage masqué vu sur un écran de télévision. Mexico et Martin Montra. Une sorte d'épidémie. Le père de Maria-Marie était un mantra éloigné. Un mantra pauvre, mais un mantra quand même, en fin de compte. Sa mère l'a épousé pour son nom, forcé par sa grand-mère. Ça ne marchait pas très bien entre eux. On surnommait son père le mantra volant. Quand il avait un accès de folie, il se rendait à l'aéroport, s'approchait des avions postaux, montait sur une balance, achetait les timbres nécessaires et se les collait sur le corps pour s'envoyer de plus en plus loin. Un jour, il n'est pas revenu. Ma mère est devenue folle. Elle a commencé à boire des cocktails. Elle effeuillait des margaritas. Ma mère, que quelqu'un avait mise enceinte, s'est enfuie en Europe. Elle a passé un temps dans un couvent à Barcelone, et le terme approchant, elle est devenue très bizarre, très sainte. Elle s'est échappée du couvent et a traversé la frontière en se traînant, escaladé les Pyrénées et n'est morte qu'après m'avoir mise au monde à Perpignan. Ravie que je sois une vraie Française. Elle pensait que tous les mantras du DF m'enviraient. Elle a écarté les jambes dans le jardin d'une famille de négociants en vin, et je suis apparue dans un nuage de vapeur et de sang. J'ai coupé mon cordon ombilical à l'aide d'une pierre, à moins qu'un renard ou une marmotte l'ait tranché d'un coup de dent. Ensuite, je suis allée me baigner dans la piscine climatisée. Le lendemain, les propriétaires de la maison m'ont découverte nageant, sous le regard mort, mais heureux, de ma mère. Depuis la France, j'ai regagné l'EDF aux côtés du corps de ma mère sur un navire marchand. Carlos et Lupita Del Mar sont venus me chercher. Lupita, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, a fait de moi sa fille. Mais quand Martin Montra s'est installé dans ses entrailles, elle a choisi de m'ignorer. Et comme ma mère autrefois, je suis allée de mantra en mantra. Je suis devenue un personnage de feuilleton télévisé, la mantra qui ne savait pas qu'elle en était une. Peu de gens connaissaient ma véritable histoire. Maximo Mantra, Carlos, Lupita Del Mar et Martin Montra, qui n'a pas tardé à me filmer en douce. Un jour, je me suis enfuie. Je suis retournée en France, où j'ai été heureuse, enfin, je suppose, avant d'avoir un accident. Une voiture qui ne s'est pas arrêtée, mais a figé ma mémoire. Ok, ça semble absurde, invraisemblable. On dirait un feuilleton mexicain. Ton amour pour moi s'est transformé, Marie. Il n'a pas disparu. Tu n'as pas regretté de l'avoir éprouvé. Simplement, ton amour pour moi est monté sur le ring, afin de combattre l'amour masqué que tu avais un jour ressenti pour ton cousin, Martin Montra. Et devinez qui des deux a gagné. Puis tu es parti au Mexique. Et moi, je suis parti à ta recherche. La voix de ma tumeur, de mon sea monkey, était plus forte que tout. Je n'étais plus que l'écho de ses pensées. La vie de Martin Montra s'érigeait tous azimuts et simultanément. Tout devenant Mexico, je suis allé à Mexico pour mieux fuir cette ville. Pour soigner ma tristesse mexicaine, j'ai songé à m'acheter un revolver pour vider le chargeur dans ma bouche ou au-dessus de l'oreille. Mais ça aurait été trop bruyant. Je voulais mourir, pas devenir sourd. Alors je suis allé chercher Jésus Nazaréen de tous les saints martyrs de Tierra Fernandez, alias Black Hole, sachant pertinemment ce que j'avais à faire. Après, je l'ai fait. Je suis le citoyen français dont on parle dans les journaux. Celui qui a sauvagement assassiné l'un des plus grands catcheurs existentialistes de tous les temps.
Plus tard, je suis monté sur le ring de la reine assassine de Tepito dans mon costume de catcheur. Je me suis présenté comme étant l'étranger. Mais ils ont vite reconnu le masque de Black Hole, dont ils avaient appris la mort dans les journaux. Et ils m'ont tué. Et bien tué. Ils m'ont forcé à raccrocher mes tennis et à rendre mon équipement. Ils m'ont découpé en morceaux. C'est son tour, a dit quelqu'un en me mordant le visage. Je suis mort à Mexico, assassiné par un public rageur qui reconnaît le masque de la légende du catch que je viens de tuer. J'ai coupé la tête de Jésus Nazaréen de tous les saints, martyr de Tierra Fernandez, alias Black Hole, à Mexico DF, pour allumer les moteurs de la cosmo-agonie d'un nouveau messie connu sous le nom de Martin Mantra. La mémoire est le playback de notre vie. Et parfois, nous faisons que bouger les lèvres sans émettre le moindre son, car c'est notre mémoire qui chante à travers nous. Il nous arrive aussi, en de rares occasions, de chanter vraiment, mais faux. La mémoire nous aide en faisant tourner la musique de notre passé, nos greatest hits, un peu remasterisés et agrémentés parfois d'un bonus track, une version alternative de cette bonne vieille chanson qui nous a toujours été familière. Nous sommes, en fin de compte, gorgés de passé, de mémoire. Et notre présent et l'avenir qui nous reste résultent des agissements constants, suggérés par ce qui s'est passé autrefois. C'est la raison pour laquelle les vieillards se rappellent plus facilement les faits anciens que ce qu'ils ont fait quelques heures auparavant. L'hier est le refuge. Et rien de nouveau ne peut nous arriver, car tout ce qui est susceptible de survenir est prédéterminé sur une vieille carte de l'île électro-japonaise de karaoké. Comment est-ce survenu? Que s'est-il passé? Où et quand cela a-t-il eu lieu? Pourquoi est-ce arrivé? Autant de questions qui fonctionnent comme des clés, nous permettant de faire entrer le passé dans le présent, à condition de savoir les glisser dans la bonne serrure. Une fois la porte ouverte, il faut risquer quelques pas en avant qui finiront par nous propulser des milliers de kilomètres en arrière. Ce n'est pas sans risque. Sonder notre mémoire comporte une terrible tentation, celle d'aller vivre sur une autre planète, dans un endroit que nous seuls habitons, et où il nous est loisible, tels des divinités mineures, de ressusciter tout ce qui nous semble digne de mériter cet honneur.